Bonsoir à tous, ça y est, c'est l'heure, c'est 18h, nouvel épisode d'apéro, pistache et littérature. Vous commencez à connaître la maison et ce soir, je suis content, ça fait plaisir, je suis heureux ce soir parce que j'ai la chance de recevoir, alors virtuellement, vous avez compris que c'est la webcam, c'est la technologie, c'est 2020, j'ai la chance de recevoir un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Christian Blanchard est avec nous. Bonjour Christian, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Ouais. Ça va, impeccable. Donc, je suis ravi, merci, hein, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, parce que Christian Blanchard, je l'ai découvert il y a maintenant 2 ans, et je peux vous dire, c'est du plaisir. C'est du plaisir en barre, c'est le Toblerone de la littérature, si on peut commencer sur une métaphore. Donc, Christian Blanchard, on va en parler, vous allez voir, donc, un auteur à découvrir d'urgence si vous ne le connaissez pas encore. On va parler de ses livres, mais avant de commencer, hein, Christian Blanchard, comment occupez-vous vos journées d'auteur confiné, forcément? À la période, elle n'est pas jojo, mais bon, comment vous faites? En fin de compte, moi, j'écris depuis plusieurs années, donc en fin de compte, je suis confiné depuis plusieurs années. En fin de compte. Là, j'ai la chance, j'habite en Bretagne, j'ai la chance de la maison avec un jardin. Il y a un temps magnifique en ce moment. D'habitude, je suis souvent tout seul à la maison. Là, j'ai un de mes fils et puis ma compagne qui est en télétravail. Donc, en fin de compte, je suis confiné, mais on est à 3. Donc, je vois plus de monde maintenant que j'en voyais avant. Bon, comme quoi, finalement. Mais mes journées, en fin de compte, se passent comme elles se passaient avant, c'est-à-dire j'écris, je relis, je lis d'autres auteurs. Enfin bon, voilà. Puis je m'occupe de la maison. Voilà, oui, aussi. Ah, oui, oui. Donc, évidemment, on salue nos amis de la Bretagne, parce que là, vous me faites un pont d'or. La Bretagne, évidemment, la Bretagne, ça vous gagne, comme on dit, le slogan. Et avant d'aller éplucher votre bibliographie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, donc dans et en dehors de la littérature, voilà, des événements qui ont pu vous mener vers l'écriture et au fil de votre vie? Alors l'écriture est arrivée, on va dire, relativement tard, complètement par hasard, c'est-à-dire alors moi, j'ai eu un parcours de 4 métiers différents dans l'éducation nationale. Alors, pas du tout dans le français. Hein. Moi, à l'origine, j'ai des diplômes tourneur-fraiseur. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la littérature. Il se trouve qu'après, donc j'étais prof en dessin industriel. J'ai monté différents échelons. J'ai repassé des concours. Je suis retourné à la fac à 38 ans où j'étais chercher un master. Donc, voilà, j'ai progressé. Et j'ai fini, si je peux dire, chef d'établissement. Et au bout de 3 ans, j'ai démissionné. Ça me convenait pas, voilà. Et puis je me suis mis à écrire un peu par hasard. C'était en 2003-2004, au moment où il y avait la canicule, qui était d'ailleurs un très mauvais livre. Bon, à cause de la canicule. Non, mais il faut bien se lancer. Et puis en fin de compte, j'avais monté une petite maison d'édition, j'étais auto-édité, enfin, etc. Au bout de 4-5 ans, j'ai tout fermé parce que financièrement, ça ne tenait pas la route. Et puis, j'ai été repris par une maison d'édition bretonne qui faisait que du polar, qui faisait beaucoup de polar régional, et moi, c'était pas tout mon truc. Donc, ils ont ouvert une collection spécialement pour moi, romans noirs. Parce que moi, je ne suis pas du polar, je suis du romans noirs. En fait. On en parlera peut-être après au niveau des différences. Et donc, ça s'appelle Éditions Palémon. Et là, en fin de compte, j'ai eu un palier différent. J'étais souvent nominé, sélectionné à Cognac. Et j'ai eu la chance d'être repéré par Belfond. Et donc, ils m'ont demandé si j'avais un manuscrit sur le coude à leur proposer. Donc, ça, c'était en fin 2017. Voilà, et le livre est sorti en janvier 2018. Il s'appelle Iboga. Voilà. Que j'ai sous la main, alors pardonnez-moi, j'ai les épreuves. Donc là, la couverture, elle est moins jolie que la mais... Voilà, moi, je l'ai en version poche. Formidable. Et pour lequel vous avez eu un prix le 1er avril, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher parce que confinement oblige, c'était au quai du Polar à Lyon. Et c'est mon premier grand prix, enfin grand prix des lecteurs en plus. Donc je suis très très fier. Et bon, j'ai eu cette chance de rencontrer Belfond et entre autres Karine Gebel, qui était une grande amie avec moi, à moi dès 2008, et qui avait dit à un moment à Belfond, à peut-être falloir qu'un jour vous disiez un peu ce qu'il fait parce que ça vaut le coup, quoi. Bon voilà. Alors après, si Belfond n'avait pas aimé ce que j'avais fait, il m'aurait évidemment remercié, merci, au revoir. Bon, il se trouve que ça a fonctionné, et puis maintenant je suis à son premier 1, 2, 3, 4e livre, et un 5e va sortir en 2021. D'accord. Donc super aventure. Absolument. Donc vous écrivez beaucoup du coup, comme vous dites, donc vous avez eu 2 livres sortis en 2018.
Alors, en 2018, fin de compte, j'ai sorti Boga en janvier. Et puis, il se trouve que j'avais donné 4 anciens livres à Belfond en disant au cas où, il y en a un qui leur a plu. Donc, en attendant de ressortir un livre en 2019, il y a des lecteurs qui disaient mais est-ce qu'il a fait autre chose? On aimerait bien lire autre chose. Et ils ont ressorti un des anciens livres qui s'appelle Pulsion saline sous le titre La mer qui prend l'homme. Voilà, exactement. Alors, personnellement, c'est pas celui que je préférais des 4 que j'aurais laissé, hein, mais après, c'est eux qui choisissent ça. Et puis, alors ça, c'est pas une nouveauté, c'est une reprise, mais par contre, je l'ai retravaillé, réécrit, parce qu'avec le temps, on évolue. Et puis, est sorti après depuis Seul avec la nuit. Et puis, voilà. J'avais bossé, hein, j'avais bossé. Original, hein, c'est un titre original. Et puis, le dernier, là, en quart. D'accord. Peut-être au moment là. D'accord. Sincèrement, alors moi, je tiens à remercier tous ces gens-là, parce que je connais la difficulté pour être édité, c'est un parcours de combattant. Je sais pas, un manuscrit qui est envoyé chez Belfond comme ça, alors qu'il est inconnu, il a quasiment aucune chance d'être édité, peut-être 1%. Quoi. C'est voilà. Alors même si Karim m'a un peu sponsorisé, on va dire, donc j'ai eu la chance, grâce à elle, d'être lu par quelqu'un qui décide chez Belfond. Mais si ça n'avait pas plu, j'aurais été jeté évidemment. Gentiment, mais j'aurais été jeté quand même. Donc je mesure la chance que j'ai d'être édité maintenant chez Belfond et chez Point Seuil pour le poche. Et un choix qui a été payant parce que, à croire que ça plaît aussi énormément aux lecteurs et vous avez franchi une étape qui est très dure, qui est celle effectivement d'être publié en maison d'édition, une maison renommée en plus, et maintenant la satisfaction des lecteurs, donc ça doit être le feu d'artifice. Ouais, je dis souvent, je suis un gamin dans son sympa de Noël, quoi. Alors après, il y a le contre-coup, c'est-à-dire que on imagine parce qu'on a fait un livre, on est arrivé. Bon, et il se trouve que quand j'ai proposé un deuxième manuscrit à Belfond, on me dit non, là ça va pas du tout, on comprend pas ce que tu as fait. Donc c'est un manuscrit qui n'a jamais vu le jour en livre, et donc je me suis remis dans mon bureau et puis j'ai retravaillé, quoi. Donc rien n'est jamais acquis en fin de compte. Moi chez Belfond, je signe un contrat livre par livre. Donc à chaque fois que je renvoie un manuscrit, j'attends avec anxiété, ça va plaire, ça va pas plaire, on me demande de retravailler, de pas retravailler, donc voilà, quoi. Mais moi, je cherchais un éditeur qui me fasse bosser, donc je l'ai trouvé. Ouais. Et est-ce que cette sélection maintenant, enfin, comme vous dites, les contrats que vous avez avec Belfond, livre après livre, est-ce que ça vous pousse à revoir un petit peu votre style ou revoir des éléments d'intrigue que vous auriez sélectionnés ou pas? Est-ce que, de fait, vous travaillez différemment? Alors, l'intrigue, non, parce que j'ai pas changé enfin, sauf le tout premier livre qui n'était pas tellement bien foutu, mais au moment où j'étais chez l'édition régionale, j'étais libre de faire ce que je voulais. Et chez Belfond, je suis toujours libre de faire ce que je veux. Hein. Je leur propose, bon, voilà. L'écriture, alors ça, c'est un peu particulier parce que j'ai énormément retravaillé moi-même mon écriture par rapport à ce que j'avais fait avant. Et puis, il y a des correcteurs derrière. Et là, des fois, on s'arrache un peu les cheveux. Enfin, moi, j'en ai plus beaucoup, mais on s'arrache un peu les cheveux entre nous parce que les correcteurs ont tendance à avoir une correction, on va dire, un peu académique. Et moi, je me bats pour qu'on respecte mon style. Et en fin de compte, c'est mon éditrice qui fait le choix. Et elle me dit à chaque fois, si moi, en tant qu'éditrice, donc c'est une chose, j'accepte ton manuscrit, ça veut dire que j'accepte aussi ton écriture. Et donc, quelque part, il faut que je défende aussi mon style, quoi. D'accord. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a plus de faute d'orthographe. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et donc, justement, on va se diriger tout doucement hein, vers ce qui fait le cœur de vos livres. Et pour préparer notre entretien, je suis tombé sur une vidéo, donc l'une de vos interventions, cette fois du côté d'une rencontre qui était organisée par les éditions Belfond et Bipolar. D'accord. Et j'étais très intéressé parce que dans cette vidéo, vous parliez de vos 2 obsessions. La première, l'enfermement. Et effectivement, c'est une thématique centrale de vos livres. Hein. Je pense que vous vous doutiez que j'allais poser cette question. La question de l'enfermement en prison, dans Iboga, l'enfermement sur les flots, dans La mer qui prend l'homme, l'enfermement plus psychologique dans Seul avec la nuit. Pourquoi cette thématique vous intéresse tant? Alors, je suis un peu ambigu là-dessus parce que dans un sens, ça m'attire. J'ai envie de comprendre comment des gens en prison, entre autres, j'avais actuellement un atelier d'écriture avec la prison de Brest, qui est arrêté parce que je ne sais pas comment les gens font pour être enfermés. Ça m'a toujours
et interroger, en même temps, ça me panique un peu, quoi. C'est-à-dire que, et pourtant, moi, je travaille quasiment tout le temps confiné, quoi. Mais je suis attiré par l'enfermement, et en même temps, je suis complètement stressé par ça, j'en ai peur. Donc, évidemment, ça ressort toujours dans le livre. Alors, l'enfermement physique, c'est une chose, mais l'enfermement psychologique aussi, parce qu'on peut très bien être dans sa tête, devenir fou, être enfermé dans son propre corps. Enfin, on peut imaginer toutes les choses. Et donc, c'est un sujet vraiment qui me passionne. Alors, on a toujours ce sujet-là dans tous les livres, même dans les tout premiers. Et alors, après, les histoires changent. De toute manière, on aura toujours ce thème-là qui va être abordé. On n'en finira jamais. Enfin, moi, j'en finirai jamais d'aborder ce thème. D'accord. Et votre deuxième obsession, ça c'était pour la première, donc l'enfermement, mais on va y revenir. La deuxième obsession que vous évoquez dans la vidéo, c'est le point de bascule dans l'existence, le pourquoi qui explique qu'une personne passe à l'acte, parfois jusqu'à commettre les pires atrocités ou parfois des actes de bravoure. Là encore, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce passage crucial? Est-ce que vous voyez un lien entre la question de l'enfermement et ce point de bascule, a priori ou a posteriori d'ailleurs? Alors, j'ai pas vraiment toujours fait un lien entre les deux. Moi, ce qui me passionne aussi, alors je veux dire quelque chose d'assez bateau, mais on ne naît pas meurtrier, on va le devenir. Et ce qui m'intéresse, c'est pas comment on le devient, mais pourquoi. Donc, qu'est-ce qui fait que dans Yves Bogar, on l'aborde pas mal, mais qu'est-ce qui fait que dans la vie de quelqu'un, je pense qu'on a tous dû dire un jour, oh, si celui-là, je pourrais le tuer, l'étrangler, voilà. On le fait pas. Enfin, la majorité des gens le font pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un jour dans notre vie, il y a ce basculement-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on pète un câble, qu'on a un cerveau qui se grille, je ne sais pas comment exprimer ça, qu'on arrive à faire un acte qui est quasiment contre nature. Quand on est enfant, on n'est pas meurtrier. Qu'est-ce qui se passe qu'à un moment ou à un autre, cet enfant, cet adolescent, cet adulte va passer à un acte irrémédiable? Et ça m'a toujours fasciné. Alors, j'ai vu plein d'émissions sur la télé, je pas très l'accusé, je les ai tous vus. Ils abordent un peu ce moment-là, d'ailleurs. À chaque fois dans les procès, c'est un peu les circonstances atténuantes pourquoi la personne est passée à l'acte. Et voilà, ça me fascine. Je suis très fasciné par ça. Alors moi, j'ai jamais passé à l'acte. Je suis jamais passé à l'acte, pardon. Mais comment dire, j'ai vu des prisonniers dans des cellules. J'ai vu des gens qui avaient fait des choses odieuses. Et je veux pas dire que je suis fasciné par eux, mais si je pouvais un jour rentrer dans leur tête pour comprendre comment ils ont fonctionné, c'est vraiment un truc qui m'intéresserait. J'aurais dû faire psy, peut-être. Alors, peut-être, ça me fait énormément penser à une série, peut-être que vous l'avez vue, la série Mindhunter. Oui, ouais, alors ça, c'est... Qui doit vous plaire, j'imagine. Ah oui, non, alors, c'est pas ma série préférée, mais elle est dans mon top 3, on va dire. Et là, c'est génial parce qu'on voit l'évolution, en fin de compte, de ces personnages qui essayent de faire du profilage. En fin de compte, c'est le début du profilage et de comprendre comment les meurtriers... Alors, si vous avez vu cette série-là, il y a quand même des scènes en prison où ils enregistrent des gars qui paraissent pour certains tout à fait normaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène avec la chaussure. Ah bon, on va pas... Si, tout à fait. Voilà, il y a des éléments qui déclenchent chez les gens des réactions complètement hallucinantes. Et le but du jeu, c'est de savoir, mais pourquoi cet élément-là a provoqué quelque chose chez cette personne-là. Alors, je mets de côté les coups de folie, évidemment. Quelqu'un qui va tuer par pulsion, ça m'intéresse pas trop. Je suis plus vers des gens qui font des meurtres ou des choses beaucoup plus réfléchies. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui fait que la personne va basculer à un moment ou à un autre? D'accord. Donc, j'imagine que pour revenir plutôt sur l'aspect de l'enfermement, la période actuelle doit être matière à réflexion pour vous, peut-être à écrire aussi sur vos futurs projets, ou comment vous l'abordez alors que des années plus tôt, enfin depuis des années, c'est une thématique qui vous intéresse. Bizarrement, j'ai reçu plein de messages avec des lecteurs qui me disent oh, ça va être super, vous devez être dans un moment fort. Eh ben non. Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on m'impose le confinement, donc ça m'intéresse moins. Peut-être que plus tard, par contre, quand on va faire un retour sur ça. Puis comme je vous disais tout à l'heure, moi généralement mes journées je les passais tout seul parce que mes enfants sont partis partout en France. Ma compagne travaillait tous les jours et là en fin de compte je suis jamais seul. Depuis le confinement on est à 3, donc je suis moins confiné qu'avant. Mais comment dire, qu'est-ce qui se passe avec... Alors j'enlève les violences conjugales. Ça c'est un truc à mon avis qui va être dramatique aussi bien sur les femmes que sur les enfants. Mais en fin de compte, le confinement, c'est un problème d'organisation.
comment on occupe notre journée, nos journées. Il ne faut pas que ce soit répétitif. Il faut être habillé, il ne faut pas rester en pyjama. Enfin, je sais pas, tout un tas de choses. Pour l'instant, ça m'inspire pas. Peut-être après, quand on va être déconfiné, c'est peut-être ça qui est plus intéressant, à mon avis. Oui, ça pourrait être le lieu à des réactions, effectivement. Voilà. C'est le côté confinement, on nous dit, bon, là, vous restez chez vous, point. Bon, mais voilà, pour l'instant, ça ne m'inspire pas. J'ai d'autres projets. D'accord. Ah, bon. À la fin de l'entretien, on posera la petite question. Enfin, on verra ça, le suspense. C'est parti. Et donc, pour revenir sur vos deux obsessions, est-ce que, de fait, vous choisissez vos thèmes en fonction de la capacité, en fonction de leur capacité à ces thèmes, à intégrer vos deux obsessions et à les aborder sous un angle toujours nouveau? Ou est-ce que c'est différent? Eh ben non. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, je trouve des idées. Alors, comment expliquer ça? Quand je suis en recherche enfin, j'ai jamais peur de la feuille blanche. En fin de compte. Il y a toujours un petit morceau de mon cerveau qui fonctionne. Il y a toujours une feuille de papier, un stylo. Je marque des choses, je vois des émissions à la télé, voilà. Et souvent, j'ai une ou deux idées, voire trois idées qui sont aux antipodes les unes des autres. Et je me dis comment je vais faire pour réunir tout ça. Et il y a un déclic à un moment. Alors souvent ça se passe la nuit, au moment des siestes, parce que le confinement, ça c'est un truc intéressant, c'est que je fais des siestes. Et le cerveau, à ce moment-là, il fonctionne différemment. Et à un moment, il y a un déclic qui se fait, ça y est, j'ai trouvé. Donc là, je me calme, parce que je suis un peu plus énervé avant. Là, je me calme quand j'ai trouvé, parce que voilà. Et les deux autres thèmes vont arriver, vont se greffer dessus d'une manière naturelle. C'est pas, je me dis pas, il faut que je trouve une histoire où je vais reparler encore de l'enfermement, etc. Non, non. J'ai des éléments différents. Je vais réunir tout ça au début, je sais pas comment, et le terme de l'enfermement va revenir après. Dans Car, par exemple, l'enfermement apparaît enfin, on en parlera peut-être, mais c'était pas du tout le sujet de départ du bouquin. Et c'est arrivé bien après. D'accord. Mais c'est vrai compliqué, que c'est pas de questions plus simples, là, c'est compliqué vos questions. Là. Comment voulez-vous que j'explique ça C'est les questions que j'ai écrites avec le cœur parce que c'est les questions que je me posais en lisant les livres. Le problème, c'est qu'on a. Enfin, je sais pas, vous avez dû voir ça avec d'autres auteurs, mais on n'a pas forcément toujours les réponses. Hein. Ah oui, il y a des choses qui partent comme ça dans l'écriture. Donc, voilà. Non, mais c'est pour ça, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il y a apéro. On est détendu, c'est voilà, vraiment ça, voilà. parce que pour tout vous dire, là on rentre dans les coulisses de Let It Be. L'idée que j'avais avec ce format, c'est vraiment en tant que passionné d'avoir la chance d'échanger avec des auteurs directement, mais surtout sous un format peut-être plus sympathique, plus agréable, parce que j'ai quand même l'impression que les émissions littéraires de manière générale sont très cloisonnées, très enfermées, que les auteurs n'ont pas forcément le temps de parler librement, quitte parfois à faire des bêtises, parce que je veux dire, la matière brute qu'on adore, elle est dans les livres. Après, les auteurs sont des monsieur, madame, tout le monde qui ont des pensées qui vont à droite, à gauche, et je trouve que c'est intéressant de voir ça, ce qui se construit en amont autour des livres. Et c'est l'idée que j'avais, donc on est dans une discussion. Et puis là, l'échange qu'on a, moi je l'ai aussi souvent avec des lecteurs sur des salons. Bien sûr, absolument. Ces questions-là, et moi j'adore en parler. Et j'ai du mal des fois à expliquer comment je fais ou d'où ça vient, quoi. Mais je suis très content quand des lecteurs viennent me voir, et puis même pour certaines lectrices, ils auront des fois des larmes aux yeux, quoi. Ah, mais... Ça, c'est troublant, ça. Enfin bon. L'émotion, c'est vrai que ça doit être, en tant qu'auteur, de se dire que voilà, ces petites briques de papier peuvent susciter autant d'émotions chez les gens, ça doit être curieux comme sentiment. Mais aussi quand je lis d'autres auteurs. Donc, c'est pas parce qu'on écrit qu'on n'a pas d'émotion en lisant les autres. On va revenir à vos auteurs fétiches, évidemment. Ça, c'est pour la dernière séquence, un dernier pour la route, qui est connu à travers toute la France. Et avant ça, j'aimerais revenir sur mon livre préféré que vous avez écrit, qui est Seul avec la nuit, jusqu'à présent. Attention, pas fini. Classement en cours. Donc, dans ce roman, vous abordez frontalement deux thèmes terribles. Le trafic d'organes et le trafic d'êtres humains. Alors déjà, une première question, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette thématique, un sujet qui, malheureusement, et c'est d'ailleurs ce que permet votre livre, ce que met en lumière votre livre, un sujet dont on ne parle pas, ou en tout cas pas assez. C'est déjà au niveau des migrants, on était en plein, on y est toujours d'ailleurs dans ce genre de choses, mais je ne voulais pas aborder les migrants. Je sais pas si vous avez lu Entre deux mondes de Olivier Murec, un excellent livre. Et je voulais pas l'aborder de cette manière-là, d'abord parce que j'ai pas sa connaissance, et puis, mais je voulais l'aborder d'une autre manière. Alors, un des thèmes qui apparaît souvent dans mes livres, c'est les enfants. Les jeunes enfants, on les retrouve souvent, pas dans tous, mais souvent.
Et là, je voulais aborder ça parce que je suis tombé sur... alors, à la fin du livre, vous avez vu, j'ai mis sur 3-4 pages, j'ai cité mes sources. Et en fin de compte, ça m'arrive souvent d'aller sur Internet, je mets des mots-clés, je tombe sur des choses, je me dis, ah ça, c'est exploitable. Et je suis tombé sur justement un site, alors je ne sais plus lequel, hein, c'est dans le livre, qui explique justement le trafic de migrants et comment on peut prélever un organe d'un jeune $2 000 et puis qu'on le revend $200 000 à un Américain qui est... Voilà, enfin bon, pour tout ce trafic-là, donc je dis ça, je ne peux pas passer à côté de ça, évidemment. Et puis, derrière, il y a aussi la manière que les pays européens et la France traitent un petit peu l'arrivée de ces migrants-là. Bon, voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que ben, moi, c'est un livre qui me touche beaucoup, parce que ça aborde différentes problématiques. Et puis, par honnêteté, c'est ce que je dis souvent, j'ai cité mes sources à la fin, pour dire aux gens, attendez, j'ai rien inventé, en fin de compte. Et puis, il y a un moment, il y a même une journaliste australienne qui dit, mais surtout quand vous allez dans des pays dits sous-développés, ne donnez jamais de l'argent à un enfant. Sous-entendu, il va acheter un crayon et un stylo. Non, sûrement pas. Il est dans un trafic, il va donner l'argent à des adultes après, qui vont entretenir, en fin de compte, tout ce réseau de jeunes. Et ce qui est assez... Alors, une anecdote, dans le livre, il y a des jeunes qui font la manche à un feu rouge. Et mon éditrice est en train de lire un manuscrit dans un taxi. À un moment, à un feu rouge, il y a un gamin qui tend la main, quoi. Et elle m'a appelé dans la foulée en disant, mais attends, donc elle a été troublée à ce moment-là, quoi. Et en fin de compte, tout ce qui se passe dans ce livre, c'est une partie de la réalité. Alors moi, bien sûr, je l'ai condensé, hein. Les histoires ne sont pas les mêmes, hein. J'ai tout mis dans un seul livre. Mais ouais, je suis content du résultat, hein. Non, vraiment, très 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 beau livre. Et c'est ce que j'ai eu l'impression aussi avec votre livre. Et vous citiez le Entre-deux mondes d'Olivier Nourec, mais on pourrait penser aussi à un livre de Karim Jebel, je crois l'avant-dernier. Ouais, c'est Tu blesses la dernière tue. Celui-ci. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une vraie, alors qu'il y a toujours eu, mais que la dimension sociale du roman noir ressort énormément ces dernières années, avec d'autres auteurs comme Dominique Manotti également et d'autres. Est-ce que vous avez aussi cette impression et comment on pourrait l'interpréter? Alors, s'il y a bien une définition du roman noir, c'est bien celle-là, c'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale systématiquement dans le roman noir. Alors, elle existait déjà dans les années 50, 60, hein, mais c'était plus à la limite des rencontres avec des gens, enfin, etc. Là, c'est presque politique, maintenant, le roman noir, quelque part. On a même envie de dénoncer des choses. Alors, on n'a pas, j'ai pas le poing en l'air en disant je revendique quelque chose, mais ça sert, je pense que le roman noir, c'est une dimension sociale aussi, où on aborde des thèmes qui sont des thèmes d'actualité et puis qui peuvent déranger les gens, hein. Et contrairement à ce qu'on appelle le polar ou le policier, on a une enquête policière, le but de juste chercher le méchant, etc. Moi, c'est pas mon truc, en fin de compte. Des fois, le méchant, on a vécu dès le départ. Et ce qui m'intéresse, je reviens encore sur le pourquoi, et puis comment tout ça s'arrange, et puis dans quelle société on est, quoi. Alors, à mon petit niveau, hein. Oui, c'est pas des livres politiques, hein, mais c'est très intéressant parce que en tant que lecteur, franchement, quand j'ai fermé votre livre, j'ai eu l'impression d'avoir d'être heurté par un sujet beaucoup plus que si j'avais regardé par exemple un reportage sur France 2 au journal ou le commentaire d'un éditorialiste sur BFM TV. Je trouve qu'il y a dans l'aspect fictionnel, mais qui n'en est pas un, dans cette nuance-là entre la réalité et la fiction, je trouve qu'il y a quelque chose qui heurte beaucoup plus, qui frappe, parce qu'on se dit, on a un pied dans le réel, on a un pied dans la fiction, mais il y a une évidence qui saute aux yeux, et c'est pour ça que ce que vous avez fait à la fin avec ces éléments de source, de preuve, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. Parce que la seule chose qui est inventée dans le livre, c'est les mots. C'est-à-dire mon vieux personnage qui habite dans un train. Et en fin de compte, c'est lui qui donne le côté tendresse au livre. Parce que le reste, c'est quand même pas mal dur. Ouais. Même si à la fin, bon, voilà. Mais et puis, il y a sans dévoiler le bouquin, il est en train de perdre la vue. Donc, il y a un clin d'œil, si je puis dire. Il y a un clin d'œil entre quelqu'un qui est en train de perdre la vue et puis ce fameux regard sur cette partie de société. Enfin bon, voilà, on va pas rentrer dans la psychologie, mais c'est un petit élément que j'ai pensé dès le départ.
de rendre ce personnage comme ça, quoi. D'accord. Et, Pardon. alors, il y avait juste une question, c'est qu'on était un petit peu en opposition, mon éditrice et moi, sur la fin. Elle a lu ma fin, elle m'a dit j'attends la suite. Parce qu'elle me dit t'as pas fini là, mais j'ai dit si. Parce qu'en fin de compte, c'est pour la première fois, je crois, de tout ce que j'ai pu écrire, j'ai fait une fin ouverte. D'habitude, ça se finit généralement mal, mais je suis pas le seul à faire ça. Là, on a la fin. Là, il y a comme je trouvais quand même que l'histoire était dure, là, je laisse une forme d'espoir et c'est ouvert à la fin. Donc, on ne sait pas tout. Moi, je ne sais pas non plus d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais voilà, j'ai laissé une ouverture en disant allez-y maintenant à votre griffe. D'accord. Donc ce serait pas dans vos idées pour l'instant de créer par exemple une trilogie ou des romans à suite pour l'instant. Comme on voit, hein, c'est une sorte de tendance qui semble se dégager un petit peu avec Hilaire Slimani qui s'engage dedans par exemple ou d'autres. Pour l'instant, je pense ne pas savoir faire. D'accord. C'est-à-dire que voilà, il faudrait penser vraiment dès le départ. Et puis avoir trois grandes idées pour avoir des personnages récurrents, ça n'est jamais arrivé encore. Donc voilà, j'ai une histoire, j'ai mes personnages, j'ai un livre complet, ça s'arrête, je passe sur autre chose après. Chaque livre a un thème différent. Et pour l'instant, j'en suis là. J'ai pas du tout envie d'avoir un personnage récurrent. D'accord. Pourquoi pas, mais j'ai encore du temps. Hein. Oui, on espère, on sera là, on va suivre, vous inquiétez pas. Et donc, encore une question sur Seul avec la nuit, hein, je pourrais vous embêter encore pendant longtemps. Mais c'est en plus là encore, hein, une sensation que j'ai eue, mais qui fait écho à plusieurs de vos livres. J'ai l'impression que vous semblez refuser le manichéisme de l'époque un peu. C'est-à-dire qu'on est dans une époque qui ressemble à un film Disney où il y a les gentils, il y a les méchants et on peut pas être gentil et pendant un jour être un salaud et vice versa. Et vous, dans votre livre, et j'ai trouvé que c'était encore plus marqué dans Seul avec la nuit, notamment avec le personnage d'Eric qui est prêt à tout pour sauver sa petite fille qui est atteinte d'une grave maladie. J'ai vraiment apprécié cet aspect-là où vous refusez le manichéisme, où il y a des personnages qui sont très sympathiques et qui vont commettre des actes terribles, et il y a des personnages qui sont des salauds, et pourtant on va avoir une empathie incroyable. Ça, c'est notamment le cas dans Iboga. Est-ce que c'est vraiment une de vos volontés quand vous écrivez? Alors, j'ai pas forcément réfléchi à ça au départ, mais par contre, c'est présent tout le temps maintenant, et même quand j'écris, j'y pense un peu, parce que c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que le côté manichéen, tout est blanc, tout est noir, tout est beau, tout est moche, ou gentil, beau, méchant, etc. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. On a tous chez nous quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. C'est la vie, quoi. Et ce fameux Eric, là, qui est quelque part, qu'est-ce qu'il fait quand il essaie de sauver sa fille? Et il ferait tout pour sauver sa fille. Ça, c'est bien. Par contre, il va faire du mal à côté. Mais son objectif, c'est de sauver sa fille. Qui veut pas, qui, en tant que père ou en tant que parent, on voudrait tous sauver son enfant. Et par contre, on serait prêt à faire quoi on serait prêt à aller jusqu'où? Et souvent, j'ai posé des questions dans les salons de livres à des gens disant, vous seriez prêt à faire quoi pour sauver votre enfant? Est-ce que vous seriez prêt à tuer d'autres enfants pour sauver les vôtres? Et là, il y a un blanc. C'est-à-dire, la première réaction, c'est de se dire, oui, je le ferai. La deuxième réaction, c'est de se dire, quand même, tuer d'autres enfants pour sauver le mien, je sais pas. Ah, puis oui, quand même. Enfin bon, voilà. Et donc, en posant la question aux gens, j'ai jamais eu une réponse ferme et définitive en disant oui, je le ferai sur le campagne, non, je le ferai pas. C'est très ambigu. On est tous comme ça. C'est la vie, quoi. Le côté tout bon, tout blanc, tout beau, ça n'existe pas. On le voit d'ailleurs. Oui. Effectivement, oui, c'est des espèces de réflexes de vie qu'on voit, d'autant plus dans la période qu'on traverse. Mais alors peut-être que là, je me lance dans une interprétation, le masque et la plume, mais c'est vrai on pourrait trouver assez facilement une vraie dimension philosophique à vos textes, parce qu'il y a un peu l'existentialisme de Sartre, qui est, on ne naît pas meurtrier. C'est nos actes qui font qu'on le devient. Là, de vrais questionnements sur la morale, sur une philosophie morale de quel choix sommes-nous prêts à faire dans notre vie. Est-ce que c'est une envie que vous aviez de poser ces réflexions-là qu'on pourrait rapporter à la philosophie, mais plus simplement à la morale aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fil de la plume et qui vous intéressait par rapport au genre du roman noir? Alors, c'est comment dire, je crois que c'est l'âge aussi, c'est l'âge qui fait ça. C'est-à-dire que ce genre de livre, je ne l'aurais jamais écrit à 30 ans, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu d'expérience. Et je crois que
comment dire ça, on maîtrise pas tout quand on écrit, en fin de compte. C'est-à-dire que les émotions, mais tous les auteurs vous diront ça, je pense. Quand on est devant son ordinateur ou devant sa page, moi j'écris à l'ordinateur. Et quand on est devant son ordinateur, on va pas se dire, tiens, aujourd'hui, je vais écrire un chapitre avec de l'émotion. Puis demain, je fais un truc avec de l'action. Ça marche pas comme ça. Il se passe quelque chose dans notre tête. On a une humeur particulière. Moi, j'ai un fil conducteur, évidemment, donc j'ai des moments obligatoires où je sais qu'il faut que j'aborde tel et tel point dans le bouquin. Et donc, les émotions, ça arrive comme ça. Et des fois, d'ailleurs, j'ai des émotions quand j'écris. Il y a des passages où des gens ont pleuré, moi, j'étais pas loin. C'est assez étonnant parce que il y a au niveau du cerveau, le cerveau a quand même une petite avance sur les mains. On sait à peu près, on a quelques secondes ou des millisecondes d'avance, et on écrit, on sent que ça monte, quoi. Alors après, ça s'estompe parce qu'on relit, on retravaille, etc. Mais il y a le premier jet qui est vraiment très, très important, quoi. Et donc, il y a des mystères dans l'écriture. Donc, je pense que le mystère des émotions et le mystère de tout ce côté manichéen, etc., moi, je ne le domine pas vraiment. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi depuis 30 ans, j'étais pas comme ça. D'accord. Ça, c'est certain. Non, c'est avec l'âge ou l'expérience, ou je sais pas, la vie, enfin, il y a des choses qui se passent et on évolue là-dedans, quoi. Mais maintenant que j'ai conscience de ça, de toute manière, il y aura toujours ça un moment ou un autre dans les livres. Mais je sais pas quand, je sais pas à quel moment, je sais pas où je vais le mettre. Quand je cherche une idée, je pense pas à ça. Je cherche beaucoup plus des thèmes. Et c'est quand tout va s'embriquer où les émotions vont apparaître ou ce côté-là non manichéen va venir. D'accord. Vous voyez bien votre question. Et donc, de Seul avec la nuit à Encart, sorti le 13 février dernier. Donc c'est votre dernier livre en date, toujours aux éditions Belfond. Alors malheureusement, je l'ai pas encore lu. Je vais être très honnête, donc je vais me le procurer très rapidement. Et je peux vous dire qu'on va en parler sur Let It Be. Peut-être quelques mots, du coup, pour mettre la bouche à tous ceux, mettre l'eau à la bouche, parce que mettre la bouche, ça n'aurait pas de sens. Mettre l'eau à la bouche à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et je m'inclus dedans. Alors, là, je suis parti de trois éléments qui n'ont absolument rien à voir. Le premier, c'est je suis tombé sur, moi je suis abonné à la presse régionale bretonne, et il y a eu un petit encart dans le journal où c'était marqué qu'il y avait un détenu qui s'est pris l'une des plus grosses peines possibles qu'on peut avoir en France. Le détenu avait commandité via le darknet de sa prison, de sa cellule, le rapt et le viol de sa propre fille. Je vous garantis que c'est vrai. Alors, dans la vraie vie, la police s'en est aperçue et a chopé celui qui était mandaté avant qu'il fasse le rap. Bon. Quand j'ai lu ça, je me dis, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de ça, quoi. Donc, il y avait ce petit élément-là. Deuxième élément, je suis parti en vacances avec ma compagne au Cambodge et j'étais visiter le camp S21, qui est un des camps d'extermination des Khmers rouges. Et ils ont, c'est une ancienne école. Il y a eu 12 000 morts, quand même, en 3 ou 4 ans. Et ils ont laissé quasiment dans le même état les différentes pièces. C'est un musée maintenant. Et donc, on rentre là-dedans, et c'est un peu quand on rentre dans une église, tout le monde parle doucement. Et je me suis pris un paquet d'émotions. Et quand je suis sorti, je suis resté la journée complète, à visiter toutes les pièces, à lire tous les documents, etc. Et quand je suis sorti là, je me suis dit, ça, c'est pareil, il va falloir que j'utilise ça à un moment ou à un autre. Deuxième point. Et troisième point, absolument rien à voir. Je tombe sur une émission d'une femme qui expliquait qu'elle avait des rêves qui n'étaient pas les siens. Elle était persuadée qu'elle rêvait à la place de sa grand-mère. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et en cherchant un petit peu sur Internet, on tombe sur la mémoire générationnelle, des mémoires, en fin de compte, qui sautent d'une génération à une autre. Alors, il y a débat, Il y a des psys qui s'arrachent un peu là-dessus. Certains disent que c'est vrai, d'autres qui disent que c'est de la fabulation. Alors, moi, j'ai pris là, le côté romanesque, j'ai pris un des côtés. Alors, évidemment, j'ai pris oui, ça existe. Voilà. Le but du jeu, c'est comment je vais faire pour réunir ces trois éléments. D'accord. Et donc, ça a sorti ce livre-là. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est... alors, pour Iboga et pour Seul avec la nuit, il y a unanimité au niveau des lecteurs. À part une ou deux personnes, tout le monde a adoré ces deux bouquins-là. Celui-là, par contre, c'est pas pareil. Là, j'ai des retours... certains sont, voilà, ils trouvent que c'est génial, d'autres qui n'ont pas forcément tout compris, d'autres qui préfèrent la première partie ou la deuxième, d'autres qui ont trouvé le livre très dur,
d'autres qui l'ont trouvé, voilà, sans plus, quoi. C'est assez étonnant, c'est la première fois que ça m'arrive, d'avoir autant de différences. Alors pour l'éditrice, je pense que c'est le livre qu'elle a préféré de tout ce que j'ai fait jusqu'alors. Donc, je suis très content, en fin de compte, qu'il y ait ce genre de débat. Alors, je ne veux pas dire que j'aime pas quand on dit que ce que je fais est bien. Hein. On a tous envie de faire quelque chose d'excellent, mais alors j'écris pas en ayant ça dans la tête. Hein. Mais en fin de compte, ce livre, oui, j'ai des retours mitigés. Donc, c'est pas plus mal, en fin de compte, parce que ça remet aussi en cause l'auteur, quoi. En disant, bon voilà, il y a eu des livres qui ont plu, je sais pas comment dire ça, je vais dire faire attention, mais je fais pas attention. De toute manière, j'écrirai jamais en fonction de ce que je peux imaginer, ce que les lecteurs peuvent aimer ou pas. Donc, moi, j'écris pour moi. Bien sûr, et puis finalement, peut-être que même un retour négatif, il peut être constructif parce que il y a de l'intérêt. Le lecteur a porté de l'intérêt à ce que vous avez fait. Le pire des retours, ça doit être peut-être l'indifférence, de dire bon. Alors voilà, c'est ça. Le pire qu'on peut entendre sur un salon littéraire, c'est quelqu'un vient nous voir en disant j'ai lu quelque chose de vous, mais je m'en souviens plus. Ça paraît anodin comme ça, mais effectivement. Là, en fin de compte, il y a des gens qui ont aimé, qui ont préféré la partie Cambodge, moins la partie, on va dire, bretonne. D'autres, c'est l'inverse. D'autres m'ont dit on a préféré que j'aille beaucoup plus loin dans la mémoire générationnelle. D'autres qui ont dit oh mais non, de toute manière, bon voilà. Et donc c'est pas des critiques négatives dans le sens j'ai pas lu, j'ai pas compris, il écrit comme un pied. C'est pas ça. Hein. C'est en fin de compte suivant les sujets, comment les gens ont ressenti le livre, ils ont une opinion plus ou moins différente. Ils ont aimé certains passages, pas d'autres. D'autres c'est l'inverse. Quelque part, moi je trouve ça assez intéressant. Et donc, le petit scoop, parce que forcément, donc, votre dernier livre est sorti. Est-ce que vous êtes déjà dans l'écriture d'un nouveau livre et peut-être un scoop sur le thème, sur là où vous allez nous emmener le pays? C'est même plus compliqué que ça parce que mon éditrice est en train de finaliser, de lire le livre que j'ai proposé déjà en novembre. Aujourd'hui, j'ai de finir un autre qu'elle n'a pas lu et j'ai 2-3 mots écrits sur un papier pour un suivant. Il faut toujours que j'ai quelque chose sur le feu parce que sans quoi je vais m'ennuyer. Alors, sur celui qu'elle est en train de lire, je pense que ça aboutira parce qu'on a eu quelques petits désaccords sur la construction, peu importe. Le titre provisoire, ça s'appelle Tracker. Alors, pas Tracker dans le signe, vous savez, là, les trucs qu'on voit sur l'appareil. Non, c'est pas ça. Tracker, c'est dans le sens traquer. D'accord. Avec un QER, donc celui qui traque. Et c'est une histoire l'histoire de 2 frères qui se passe en grande partie pendant les 10 ans de guerre en Syrie. Donc j'ai un des frères qui va être dans l'armée syrienne libre, un autre frère va être dans l'armée régulière de Bachar el-Assad, et puis ils vont être confrontés, etc. Donc à travers ce duel de 2 frères qui sont deux excellents tireurs d'élite, on va revivre, alors toute l'histoire n'est pas que ça, mais on va revivre les 10 ans de conflit qu'on vient d'avoir là avec la Syrie, mais vu de l'intérieur, c'est-à-dire comment des gens de l'intérieur attendent que les Américains bombardent, ils ne bombardent pas, prennent des barils d'explosifs par les hélicoptères de Bachar, etc. Donc, alors évidemment, quand on lit si ça arrive en livre, quand on le lira, on verra bien ma position, parce que là, évidemment, il y a une position, j'ai pris une position, évidemment, mais pas forcément si manichéen que ça, parce qu'à un moment ou un autre, mon personnage, il va péter un câble quand même. Il y a les histoires aussi des enfants soldats, et puis il y a une partie française, là, je ne dirai absolument rien. Et dans cette partie française, on va dire, on se pose la question lequel des 2 frères est actuellement en France. Donc, je ne dis pas plus. Mais là, beaucoup de documentation, beaucoup de... ça. On dit souvent ça parce que c'est le dernier livre que j'ai écrit, mais celui-là, je l'aime beaucoup et j'y tiens. J'espère que ça va le faire, mais j'y tiens beaucoup. D'accord. Et effectivement, une question que j'aimerais vous poser, la documentation, parce que vous nous amenez à travers le monde sur des récits de vie quand même très précis. La documentation dans votre écriture, ça représente, j'imagine, beaucoup de temps. C'est ce qui est... Alors, je vais dire qu'il y a deux moments jouissifs, on va dire, pour moi, en tant qu'auteur. Le premier moment, c'est quand j'ai réussi à faire le lien entre ces 2-3 éléments qui n'ont absolument rien à voir, et je me dis, ça y est, j'ai trouvé comment je fais le lien. Alors ça, c'est un soulagement. Et ensuite, c'est quand je me mets devant mon ordi et je me dis, bon, maintenant, je vais faire toutes mes recherches. Donc, alors sur la Syrie, il y a des tonnes de choses. Hein. Donc après, il faut faire un tri sur tout ça.
Et puis, à fur et à mesure que je fais ces recherches-là, moi, ça m'affine ma vision de. Je vais prendre le problème de quel côté. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le pari d'avoir ces deux jeunes qui sont au départ des exploitants de melons, hein, de pastèques. Hein, ils sont avec leur père. Et à un moment ou à un autre, chacun décide d'être dans deux camps différents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Et j'avais envie de prendre le parti de faire vivre cette guerre-là de l'intérieur. De gens qui ne maîtrisent absolument pas les relations internationales, ils les subissent, ils ne comprennent pas pourquoi des gens ne font pas des choses et pourquoi d'autres le font. Et puis bon, il y a une fin assez politique d'ailleurs, enfin, qui est une fin actuelle, hein, puisque ça se passe au moment où la Turquie arrive. Enfin bon, bref. Et donc, alors cette partie-là de recherche est hyper intéressante. Alors, c'est en même temps jouissif, en même temps angoissant, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on se dit comment on va trier dans tout ça, quoi. Alors là derrière, c'est un mur blanc, parce que je suis pas dans mon bureau, mais dans mon bureau, vous verrez, c'est un foutoir. J'ai des piles de trucs. Alors, quand je travaille, j'ai bien sûr mon ordi, mais j'ai deux écrans. Donc, j'ai l'écran où j'écris, mais j'ai aussi j'ai des trames de chapitres. J'ai des feuilles partout, j'ai des dossiers, enfin bon, etc. Et malheureusement, j'imprime beaucoup parce que je retiens moins bien quand je lis à l'écran. Donc, j'ai beaucoup de papier, alors de brouillon, etc. Stabilo, voilà, je lis des chroniques, beaucoup d'articles de journaux par rapport à la Syrie. Aussi des historiens qui ont fait des choses là-dessus. Et après, il y a une alchimie qui se fait, et je rentre dans mon histoire, quoi. Mais non, il y a beaucoup de recherches, dans tous les bouquins de la recherche d'ailleurs. D'accord. Je ne pourrais pas partir comme ça. Finalement, d'une certaine manière, c'est un peu comme une. Est-ce que vous voulez assurer aussi le fond de vérité dans ce que vous racontez, ou quelle est votre position par rapport à ça, le partage entre le réel et la fiction, comme on disait tout à l'heure? Alors, dans mon cas, par exemple, moi, j'ai eu des retours en me disant, mais purée, vous êtes vachement documenté sur l'époque des Khmers rouges, etc. Le Coran 51, je l'ai vu, je l'ai visité. Donc, en fin de compte, j'ai remis des choses, des émotions qui étaient personnelles. Donc, voilà. Et même si c'est du roman, évidemment, les personnages sont romanesques, mais moi, je mets un point d'honneur à mettre des choses vraies, des choses réelles. Et par exemple, sur Iboga, quand on est en prison, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur ce que c'est que l'isolement en prison, l'hématome, etc. Alors, je vous donne juste une petite parenthèse, ce livre-là ne sera jamais lu par les prisonniers. Alors, on peut pas dire qu'il est interdit, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'interdire des livres, mais il sera jamais mis dans les prisons parce que c'est trop explosif par rapport aux différents matons, etc. Donc, à la recherche, j'ai interviewé des gens, j'ai rencontré des personnes, je me suis documenté. D'ailleurs, les gens ne savaient pas forcément ce que j'allais en faire, mais et voilà, il y a une alchimie qui se passe. Mais moi, je mets un point d'honneur quand il y a une partie historique ou une partie liée à la société, que ces choses-là soient vraies. D'accord. Parce que après, vous tomberez toujours sur quelqu'un qui en sait plus que vous, mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que si un jour il y a un historien qui a travaillé sur la Syrie et qui lit mes bouquins, il peut trouver que c'est léger, mais ça reste un roman noir, ça reste un roman. Ouais, oui, bien sûr. Mais tout ce que je mets dedans sur la série est vrai. C'est peut-être léger. En tout cas, on a hâte de vous retrouver, même si, voilà, l'actualité c'est le 13 février, sortie en quart, donc la couverture va s'afficher là, hop, au milieu. Donc déjà, pardon? La couverture, je la trouve magnifique. Mais de manière générale, chez Belfond, ils font de jolies couvertures, et sur vos livres, à chaque fois, on se fait plaisir. Alors, j'ai la chance d'avoir, alors je peux le dire, j'ai la chance dès le départ d'avoir le même graphiste. Et puis, alors il avait lu Gauguin, il n'a pas lu les autres, mais on nous donne aussi les bonnes informations pour faire des belles couvertures. Non, très content. Un plaisir pour le cerveau, pour les yeux, c'est parfait, c'est parfait. Donc déjà, Christian Blanchard, merci beaucoup pour votre temps, pour toutes vos réponses, c'est passionnant. Moi, je suis désolé. Mais on est là pour ça, on a tout le temps, il n'y a pas de problème. On a jusqu'au 11 mai, on nous a dit, donc c'est bon, minimum. Donc on va finir avec la séquence que la France attend maintenant, un dernier pour la route. Donc, le fonctionnement, il est simple, des petites questions courtes comme ça pour apprendre à mieux vous connaître. Donc, on commence cinéma, le film à voir d'urgence pendant le confinement. Comme ça. Ou la série d'ailleurs, vous êtes libre, c'est la liberté. Comme ça, s'il y en avait un. Alors,
Ouais, non, c'est un vieux truc, Tonton Flingueur. Ah, on aime, on adore. Voilà. Ça Hein, va. c'est la Goutte. Pour ceux qui connaissent Tonton Flingueur, oui, c'est complètement loufoque. Ça reste un polar, hein, ça tire dans tous les coins. Ouais. C'est génial. C'est un vieux film. Hein, un vieux film. Par contre, alors, je vais faire une parenthèse. Le dernier film que j'ai vu qui est un truc absolument génial, c'est Parasite. Oui, Palme d'Or à Cannes. Je me méfie souvent des Palmes d'Or. Non, ça, ce film-là, faut le voir. Il est passé à la télé d'ailleurs. C'est absolument magnifique, c'est génial. On s'en prend plein, c'est terrible. Très bien. Voilà. Non, c'est rien. On a les conseils ciné de Christian Blanchard, Parasite, les Tontons Flingueurs. On enchaîne l'auteur que vous n'auriez pas aimé être. Vraiment pas. Oh, le piège. Ah, vous avez un joker hein, dans les questions. C'est un auteur que j'ai pas lu alors. C'est un auteur que j'ai pas lu. Ouais, je peux pas citer parce que non, je peux pas citer. Alors, d'une manière générale, je suis pas très fan des polars régionaux. D'accord. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, un auteur de polar régionaux. Il y en a des bons, mais d'une manière globale, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà. Ensuite, musique. Vous n'avez le droit d'écouter qu'une seule musique jusqu'à la fin de votre vie. Vous choisissez laquelle? Pink Floyd. Ah, impeccable. Et un morceau en particulier. Allez, le morceau. Alors, je sais pas si c'est le morceau, mais c'est The Dark of the Moon, qui pour moi est le meilleur. Et je l'écoute toujours, hein, je suis en boucle. Alors, j'écoute du métal aussi, pas mal. Mais là, bout de décoffrage, Pink Floyd. Incontournable. Alors là, non, ça, c'est indémodable. Bon, ça va. L'auteur, attention, là c'est le moment garanti, sans langue de bois. L'auteur qui est un peu surcoté selon vous. Mort ou vivant, hein, comme vous voulez d'ailleurs, peu importe. Même parmi les classiques. Houellebecq. Houellebecq? Ouais. Par rapport à... Alors, quelque part, alors moi je ne connais pas hein, personnellement. J'ai vu quelques émissions avec lui et je trouve que le côté loufoque, le personnage c'est assez intéressant et j'ai jamais réussi à aller au bout d'un de ses livres. Alors, c'est pas forcément lui, hein, c'est peut-être moi, voilà, j'accroche pas. C'est pas méchant ce que je dis, hein, voilà. Le mec, c'est pas mon truc. Alors, par contre, je connais des copains qui adorent, hein, mais moi, j'y arrive pas. C'est vrai que c'est intéressant parce que Houellebecq il creuse un vrai fossé dans son lectorat. On trouvera rarement quelqu'un qui dira oui bon moi ça va ni plus ni moins. C'est soit on déteste soit on adore. J'ai l'impression il y a un truc qui va. Je m'ennuie. Enfin, c'est dommage ce que je dis là, mais vous savez quand vous lisez un bouquin et vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger le soir ou comment vous allez, c'est mortel quoi. Et des fois, vous lisez des pages, je me souviens plus de ce que j'ai lu, et ça m'est arrivé avec celui où vous avez eu le prix avec la carte. La carte et le territoire. Là, c'est ça, voilà. Et ça m'est arrivé, j'ai laissé tomber. Pourtant, je me dis, bon, avec le prix qu'il y a eu, ça vaut le coup, mais non. Ouais, bon, voilà. Comme quoi. Mais c'est moi, pas forcément lui. Hein, non, mais on lui dira pas, de toute façon. Puis je crois qu'il s'en fout. Hein. Oui, je pense qu'il y a moyen vu qu'il s'en fout de tout, d'ailleurs, de manière générale. Et donc, on enchaîne médias, la personnalité médiatique qui vous agace, celle qui vous aime. Médiatique ou politique d'ailleurs, vous pouvez prendre la sphère que vous voulez. Mélenchon. Ah, oui. Alors, je vais mettre un bémol quand même. Parce que je trouve que c'est un personnage hyper intéressant. Il a des idées qui parfois sont assez proches des miennes. Par contre, il a des fois des idées que je comprends pas, et le personnage m'agace souvent profondément. Alors, il est clivant, quoi. Oui. Hein, voilà. C'est un voilà, donc Mélenchon. Ça marche pas. Ok. Voilà, c'est pas voilà. Il m'agace, quoi. Et enfin, forcément, le conseil lecture, le livre à lire pour Christian Blanchard aujourd'hui, le livre que tout le monde doit lire, celui que vous conseilleriez à n'importe qui. On va en faire deux? Allez, cadeau. Deux? Ça marche. Alors,
Le dernier de Karine Jebel, parce que voilà, Karine, c'est Karine. Donc, alors j'ai plus le titre en mémoire, je suis désolé. C'est Qu'est-ce que tu as fait de moi, je crois que c'est ça. Oui, oui. Ah, c'est ça. Voilà. Ce que tu as fait de moi. Ouais. Voilà, il est là. Ce que tu as fait de moi. Alors, c'est assez étonnant. Je pense que c'est un livre on va retrouver aussi des gens qui adorent et d'autres qui ne vont pas aimer. Elle a fait un choix d'écriture avec deux personnages. Je ne vais pas raconter l'histoire. Moi, quand j'ai lu les 5, 10, 15 premières pages, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Et enfin bon, je me suis fait complètement avoir, comme à chaque fois. Donc, moi, je suis un fan de Karine. Et le dernier livre que j'ai lu de Hergé et Laurie, parce que moi, je suis en admiration devant ce gars-là. On y vient aussi bien au niveau de sa personnalité que ce qu'il écrit. Et le dernier que j'ai lu, c'est Le Chant des Assassins. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, hein, c'est un truc qui se passe encore dans les États-Unis, comme il fait souvent, mais il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est un des rares auteurs où, quand on lit 20 pages où il ne se passe rien, on a des émotions, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable d'écrire des trucs où il ne se passe pas grand-chose, et puis on s'en est pris plein la tronche. Et moi, c'est un auteur qui m'émeut. Voilà. Donc, j'y peux rien. Donc, si j'en ai deux à conseiller, c'est Le Chant des Assassins de Hergé et Laurie, et puis le dernier de Karine Jebel. D'accord. Eh bien, là, ça y est, là, on est prêt pour affronter le dernier mois de confinement, on l'espère. Karine, ça va pas aller, hein, donc faut y aller. Ouais, mais ça fait plaisir. Quand ça fait plaisir, on ne pas. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce nouvel épisode d'Apéro, Pistache et Littérature. Christian Blanchard, merci. Merci beaucoup de votre temps. Je suis très content d'avoir été interviewé, et puis ouais, j'ai passé un excellent moment. Ça a dû se voir quand même, je pense. Formidable. Alors, ça fait plaisir. Alors là, on est comme à la maison. Ravi que vous ayez passé un bon moment. Donc, à très bientôt, j'espère. On a hâte de vous retrouver en librairie pour vos prochains livres. De toute façon, on va en parler sur la Trade-Bee. Une petite chronique de Encart, une petite chronique perso là, pour dire ce que vous en pensez sur Encart. Vous l'aurez. Avec plaisir. Avec plaisir. Ce sera fait. Ce sera fait, sans problème. Ce sera fait. Donc, merci beaucoup, Christian Blanchard. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec, normalement, Abel Quentin pour Sœur aux éditions de l'Observatoire. C'était son premier roman. Vous allez vous régaler. On s'est régalé. Mais Christian Blanchard, merci. À très bientôt. Bonne soirée à tous et vive la France. Allez, on fait.